Bienvenue à tous déjà et à toutes. Merci de vous être connectés à ce petit webinaire. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Pour nous aussi, c'est une expérience nouvelle. Moi, je suis Léa, je suis chargée de communication à Terre et Humanisme et je vais laisser la parole à Valo. Donc, c'est écrit Pascal Dantine. Valo, c'est son surnom, tout le monde l'appelle comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas, formateur à Terre et Humanisme. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais essayer mon premier webinaire de maîtriser l'instrument informatique, c'est un petit peu compliqué, pour vous parler aujourd'hui des litières forestières fermentées. Voilà, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Alors, la litière forestière fermentée, je suppose que vous en avez entendu parler puisque vous êtes là. C'est un biostimulant qui peut nous aider à restimuler la vie des sols dégradés, mais pas que. À dégrader les matières organiques, le compost, le broyat et tout. Ça peut donner un petit peps là-dessus. Ça peut aider aussi à la croissance des végétaux. Ça a une aide sur la protection des végétaux en les renforçant leur système de défense. Et ça a aussi des utilités dans l'élevage, autant pour nettoyer les bâtiments que comme probiotique pour les animaux. Voilà. Et aussi, on peut travailler aussi sur l'eau, épurer les mares, les réserves d'eau, toutes les eaux eutrophisées. Voilà. À l'origine, la litière forestière fermentée, ça vient d'une technique qui vient d'Amérique du Sud. C'est développé par des centaines de milliers de paysans là-bas. Ça s'appelle Microorganismos de Montañas. Et c'était issu de la recherche paysanne avec le monde scientifique pour essayer de redévelopper des cocktails biostimulants pour les sols, surtout à Cuba, là où il y a eu un gros embargo, et ils ont eu des gros problèmes pour faire face au manque de produits chimiques lors de l'embargo. 20 ans de recherche, 20 ans pour arriver à un biostimulant qui est utilisé par beaucoup de paysans, des centaines de milliers de paysans maintenant en Amérique du Sud, avec beaucoup de bons résultats sur la santé des plantes et sur les productions. Et c'est ce qui nous a intéressé lors d'un voyage d'un collègue qui a été Dorian Félix, qui était pour Terre et Humanisme, étudier à Cuba et voir un peu ce qui se passait autour, comment est-ce qu'il développait l'agroécologie là-bas. Il est venu avec cette recette et on a trouvé que c'était vraiment intéressant. On a commencé à développer cette recette ici à Terre et Humanisme pour voir si c'était possible de l'utiliser en milieu tempéré, si on avait des résultats qui étaient sympas et tout. Ça nous a vraiment bien plu. Alors l'effet sur les sols, sur les plantes, sur la santé des plantes, ça mettra des années à se faire, mais on a déjà quelques petits signes dès le départ. Mais au niveau de l'épuration des eaux, c'est là-dessus que j'ai travaillé en premier. À Terre Humanisme, on a un gros problème avec les eaux. On a beaucoup de réserves d'eau de pluie qui sont remplies d'algues tous les étés. Et donc, comme j'avais un gros problème pour chaque fois nettoyer les crépines, débarrasser les algues et mettre une eau putride dans les jardins, c'était pas terrible pour la santé des plantes, j'ai commencé à utiliser cette mixture et j'ai vu que j'ai obtenu une eau translucide, je dirais pas transparente, mais translucide, propre, en très peu de temps. Alors là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler là-dedans. J'ai essayé plein de biostimulants avant. J'ai essayé les thés de compost, la biodynamie. Je connais un petit peu toutes les recettes. J'avais essayé plein de choses, mais j'avais jamais eu un résultat pareil sur le nettoyage des eaux. Il y a l'arsène là. C'est Léa peut-être. Tu couperais ton son, Léa? Oui, je vais faire ça. Voilà, vous m'entendiez en double, je pense. Donc, nous avons commencé à faire différents petits tests à gauche, à droite, avec quelques copains dans les jardins, à gauche, à droite, et on a vu que vraiment, la végétation était plus verte, bien stimulant. Je ne vais pas dire qu'on avait plus de production, hein, mais on voyait vraiment une vigueur des végétaux beaucoup plus intéressante et un effet sur les sols qui était pas mal. Au bout de quelques mois, on voit que les grumeaux du sol, ils s'améliorent vraiment bien.
Ça nous a poussé à mettre tout un petit réseau local d'expérimentation avec des paysans et des jardiniers, un petit peu à gauche, à droite. Bon, voilà, on n'a pas trop de sous, hein, c'est chacun qui fait ses petites expériences, on a partagé des protocoles. J'ai pu travailler sur des terres très dégradées avec un copain qui fait les plantes bioindicatrices. Et on a vu très rapidement que ben, sur les études des sols de plantes bioindicatrices, en quelques mois, de mars à mai, avec c'était 5 ou 6 traitements, on a vu qu'il y avait une meilleure aggradation des sols, moins d'érosion, meilleure capacité de rétention d'eau, une meilleure biodisponibilité des éléments minéraux du sol aux plantes. Et là où il y avait de l'ambroisie, de la vergerette du Canada, toutes des plantes qui étaient synonymes de dégradation des sols, elles ont été vite résorbées. On a vu apparaître d'autres sols qui étaient plutôt signes de structuration du sol. On a eu de l'onagre, on a eu des légumineuses, plein d'autres petites plantes. Donc tout ça, ça nous pousse à mener de plus en plus loin nos petites expérimentations et à diffuser de plus en plus cette recette. Cette recette qui a une qualité pour moi, il y a beaucoup de micro-organismes, beaucoup de préparations en base de micro-organismes, de biostimulants à notre époque. On en vend partout dans les magasins. Il y a EM, les micro-organismes efficaces qui existent dans le commerce depuis très longtemps. Ce sont des solutions qui coûtent très cher et qui proposent toujours le même cocktail de micro-organismes pour tous les sols, pour toutes les plantes, quelles que soient les conditions. Là, avec l'histoire de la litière forestière, on va travailler avec nos produits endogènes et développer nos micro-organismes endogènes qui correspondent à notre sol. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et la méthode, elle est très économique et elle est accessible à tous. Quelques bidons, un petit peu de matériel, un petit peu de savoir-faire très simple. Tout le monde peut en faire chez soi. Je vous lance un petit peu le petit film. Là. Je vais vous expliquer un peu la méthode de fabrication, si j'arrive à relancer le plein écran. Hein. On va voir, c'était une rencontre en novembre 2017, ça fait déjà 2 ans et demi. Voilà ce petit film que j'avais sur le côté, là, qui me permet de vous montrer un petit peu. Je vais vous passer le film et je vais vous expliquer au fur et à mesure les différentes étapes de la fabrication. Et après, quand le film sera terminé, je vous parlerai un petit peu des différentes manières de l'utiliser dans les jardins. On essaye ça? Bon, voilà un petit peu la recette des différents éléments. Vous pourrez trouver où vous voulez. Il y a un guide téléchargeable gratuitement sur le site de Terre et Humanisme. Donc là, on voit Dorian, la personne qui a ramené la recette d'Amérique du Sud, qui m'avait donné un coup de main ce jour-là lors des rencontres. Et là, c'est les différentes litières forestières qu'on a été trouvées. Donc, on va chercher la litière dans les forêts. On cherche de la litière plutôt à l'automne ou au printemps, de la litière remplie de mycélium, toute blanche, qui sent vraiment bien la forêt. On voit les différents partenaires là qui hument cette bonne odeur de forêt. Et on va chercher des arbres représentatifs de notre région, de notre climat. En Ardèche, dans les Cévennes, on va travailler sur le châtaignier, le chêne vert, l'arbousier, des choses comme ça. Dans la plaine d'Ardèche, ce sera plutôt le chêne blanc. Voilà, on recherche un petit peu les espèces forestières locales et on essaie de respecter plus ou moins les quantités qu'il y a vers chez vous. Si vous êtes dominé sur une espèce, vous en mettrez beaucoup. Et puis, si une espèce un petit peu moins représentative, mais suffisamment présente, ben, vous allez en mettre un petit peu. On prend toutes ces litières, on en ramasse dans la forêt, la pleine de mycélium, et on va toutes bien les mélanger. La recette dit qu'il faut vraiment bien que ce soit un mélange homogène, casser les petits morceaux. Lors de la récolte, on va trouver des petits bouts d'herbe, des petits bouts de mousse, tout ce qui a été vert, tout ce qui a été vivant. On va l'enlever au fur et à mesure. On émiette, on émiette. Les morceaux un petit peu durs, on va prendre le mou et on jettera le dur. On va peser évidemment la récolte.
c'est la quantité de litière forestière qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est vraiment la base de nos micro-organismes endogènes. Encore un petit tri pour voir s'il n'y a pas d'impuretés qui traînent. Et puis ça coûte vraiment pas très cher, hein, c'est destiné aux cochons ou aux personnes qui ont un problème de transit acétinal pour des fibres, du kilo. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile. Et on va mélanger. Là, on est dans les ingrédients solides. On mélange abondamment. La fibre, toutes les fibres, le son, ça va surtout nourrir tout ce qui est champignons. Le mélange doit être le plus homogène possible. C'est pour ça qu'on aime bien inviter beaucoup de copains quand on fait la recette. C'est parce qu'il faut brasser, brasser, brasser. On pourrait faire ça dans une bétonnière, éventuellement. Il y a différentes manières de faire. Nous avons fait chauffer un petit peu d'eau. Pour un développement des micro-organismes, c'est bien d'avoir une température de 20-25 degrés. Quand il fait un petit peu frais, ils se développent moins vite. Pour avoir un bon démarrage de fermentation, on fait chauffer un petit peu l'eau. Voilà, 20-25 degrés, 30 degrés maximum. Il ne faut pas ébouillanter les micro-organismes. Après, nous mettrons du petit lait. Le petit lait qui va permettre, en fait, c'est une lactofermentation. La lactofermentation nous permet une sécurité dans la fermentation et d'éviter toute trace de pathogènes. On peut y rajouter une petite poignée de sels minéraux. Là, vous voyez, Dorian, il met de la cendre, qui est riche en potassium, en calcium et d'autres minéraux. On pourrait mettre d'autres choses, hein. On pourrait mettre du basalte, des minéraux et du sucre. Alors voilà, on mélange le sucre avec les éléments liquides. Le sucre, il est plus destiné à nourrir les bactéries. Alors, on fait une bonne dynamisation pour que le mélange de tous ces éléments soit vraiment, vraiment bien fait. Voilà, une belle dynamisation à l'ancienne comme chez les biodynamistes. Ce qui permet aussi en même temps d'aérer le petit lait, de lui injecter pas mal d'oxygène qui va permettre aux bactéries de bien se développer. Et après, on va mettre ce mélange liquide sur la partie solide qu'on avait préparée avant. Voilà, on va y aller doucement, hein. On a mis une bâche étanche par-dessous pour ne pas perdre de la matière. Et on va vraiment bien mélanger tout ça. Bon, je profite que c'est un petit peu long là pour le moment pour vous dire que c'est une recette de base qui est utilisée un peu partout en Amérique du Sud. Les ingrédients que vous avez vus au début et que vous trouverez dans le guide. Mais il y a moyen de faire varier cette méthode. On peut rajouter des choses un peu plus azotées pour orienter les fermentations. Ce sera l'objet de nos prochains travail. Alors, vous avez vu, quand on a mélangé bien le liquide et le solide, on va faire le test du poids, comme sur le compost. On prend une petite poignée et il ne faut pas que ce soit trop humide, que quand on serre le poids, que ça dégouline. Quand on a fini le mélange, ben, on va remplir un tonneau, petit à petit, 10 cm par 10 cm, et on va bien tasser le mélange, pas trop fort, il y en a qui cognent trop fort là. On va bien tasser le mélange pour chasser le maximum d'air. Avec les feuilles et le son, c'est un petit peu liquide. 10 cm par 10 cm, on remplit. Voilà, le copain, il est monté dans le tonneau. Là, c'est très pratique, c'est plus facile que le pilon. Ça fait une petite danse. Et quand le tonneau est rempli, on va faire un petit bouchon avec une simple feuille de plastique. Et là, on met du sable et on va bien étaler le sable sur toute la surface, ce qui permettra que l'air qui reste dans le bidon n'est pas en contact avec le mélange pour être sûr d'avoir une vraie lactofermentation anaérobie. Et puis, on le ferme. Cette préparation-là, on va la mettre à 25 degrés
dans un petit local ou voilà, sous une table avec des isolants et un petit chauffage à 25 degrés pendant un mois. Et la fermentation va se faire tranquillement. Et au bout d'un mois, on pourra ressortir le bidon et on a un solide mère qui peut être utile pendant un an, voire plus. Il me reste des échantillons de plus de 2 ans. Ils ont toujours bonne odeur. Et puis avec cette fermentation solide, de la recette qui va nous permettre d'avoir un liquide qu'on va diluer dans les champs au fur et à mesure de nos besoins. On reprend un petit peu de la matière qui a fermenté. Vous voyez, l'aspect n'est plus du tout le même. Hein. Beaucoup de feuilles ont été déjà digérées, c'est déjà à moitié composté. Dans un bidon de 60 litres, on en met 3 kilos, avec 3 litres de petit lait. Et puis, on va rajouter 3 kilos de sucre et de l'eau tiède. On tiédit l'eau pour avoir un bon démarrage de fermentation. On commence avec l'eau froide, c'est pas terrible. Là, l'eau est à 30 degrés. Vous voyez une chaufferette d'aquarium de 50 watts pour 60 litres qui maintiendra la fermentation au chaud. Et cette fermentation liquide ne dure qu'une semaine. Fermentation qui sera diluée et utilisée soit sur le sol, soit sur les plantes, soit dans l'eau plus tard. Au bout d'une semaine, à l'ouverture du bidon, avec Rosa, notre ancienne stagiaire, voilà, la préparation fermentée est prête. Et on va devoir la filtrer avec des tamis de maçon dans une poubelle, comme pour les extraits fermentés. Le tamis, il y a 2 tamis, un gros tamis pour prendre les grosses impuretés, et puis un plus fin, taille moustiquaire, pour éviter que ça ne bouche les pulvérisateurs. Et cette solution-là, elle va être filtrée et mise, vous voyez là, dans des anciennes fontaines à vin. Ça peut être dans des bidons de 5 litres. Ça doit être à l'abri de l'air et de la lumière. Et on peut conserver 1 mois ou 2. J'ai perdu l'écran principal. Je reviens tout de suite. Vous voyez toujours? Ah oui, voilà, je vous vois. C'est un petit peu compliqué, je ne maîtrise pas bien la machine. J'arrive tout de suite. Donc cette préparation liquide que nous avons faite, elle doit être utilisée assez fraîche pour avoir un meilleur usage, mais même conservée quelque temps, elle a toujours de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on active les micro-organismes dans le liquide, ils sont prêts à l'emploi directement, ils vont travailler très vite. Et c'est là qu'on a le meilleur effet avec eux. Si la préparation traîne 1 mois, 2 mois, les micro-organismes, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à manger, ils vont se mettre un petit peu en latence. Quand on va les remettre au jardin, ils mettront plus de temps à redémarrer. Mais ça marche quand même si on est dans des bonnes conditions d'utilisation. Et donc, les conditions d'utilisation de ces micro-organismes, ils sont quand même très importants parce que ça dépend beaucoup des conditions. Si vous pulvérisez sur des plantes cette préparation en plein soleil et en plein vent, les micro-organismes, ils vont tout de suite. Donc, c'est vraiment une préparation qui doit se faire pour considérer comme une inoculation. Des très petites quantités, 40 litres hectares, 0,4 litres, 400 millilitres pour 100 mètres carrés suffisent, à condition que les conditions de développement des micro-organismes soient bonnes. C'est-à-dire d'avoir 25 degrés, 80% d'humidité dans l'air. Sinon, on peut monter les quantités, et on peut monter, je suis déjà monté jusqu'à 1200 litres hectares, sans aucun souci. Il n'y a jamais de surdose. Il y a gaspillage d'un petit peu de matière. Donc vraiment, l'inoculation de micro-organismes doit être vraiment faite par temps tiède, chaud, humide, avec un nuage, tard le soir, tôt le matin. Il faut vraiment faire attention quand on le met. Alors sur le sol, comme j'ai dit, on va pouvoir en mettre pour améliorer la structure du sol, améliorer la disponibilité en nutriments, augmenter la rétention d'eau.
Et sur le sol, ben, quel sol? Sur les sols dégradés qui sont vraiment faibles et tout, et qui manquent de matière organique, ils ont du mal à digérer la matière organique et mal à faire de l'humus. Donc, la lithofère pourrait aider le sol à mieux digérer ces éléments-là et à faire plus vite de l'humus. On va travailler au printemps principalement et à l'automne. Donc, sur des sols très dégradés, une application régulière sera assez nécessaire. Par contre, quand on a un bon qu'on a vraiment une bonne qualité de sol, l'IFOFER, elle peut être quand même utile parce que la vie du sol, elle souffre plusieurs fois dans l'année. Après l'hiver, vous avez le redémarrage de la vie au printemps. Ça commence mi-février, mars pour nous en Ardèche. Ben là, un petit coup de pouce pour la vie du sol, c'est pas mal. Et puis maintenant, au mois d'avril, là, vous avez vu, ça commence à faire chaud, il a plu, ça redémarre sur les chapeaux de roue. Là, un petit coup de pouce, c'est pas mal. Des petits coups de pouce sont pas mal aussi juste avant la sécheresse pour aider à développer les mycorhizes qui vont fournir de l'eau aux plantes. Pardon. Et en mettre un petit peu pendant la sécheresse pour aider les plantes à survivre à la difficulté du climat. Et après, on utilisera aussi, dès qu'il a replu à la fin de l'été, à l'automne, quand la matière organique va recommencer à travailler, on refera quelques petits passages. Donc sur les bons sols, 5-6 passages par an suffisent. Sur des sols très dégradés, on sera plutôt à 15-20 passages par an pour essayer de refaire de l'humus. Alors sur la plante, on peut l'utiliser sur la plante, surtout en pépinière. Je rappelle que tous les terreaux sont stériles, pasteurisés, sauf si vous le faites vous-même, mais si vous les achetez, il n'y a pas de vie dans les terreaux. Et les jeunes plantes, pour démarrer, elles ont besoin de micro-organismes pour bien se développer. Une mycorhisation sur jeunes plants est très importante pour la santé plus tard. Donc, on va arriver à développer la vie du sol autour du jeune plant directement en pépinière. On peut tremper les racines, on peut arroser après le semis, on peut pulvériser sa pépinière régulièrement. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et on pourra apporter de temps en temps à la plante, surtout quand elle est jeune, dans les premières étapes de son développement, pour renforcer cette plante-là, la nourrir, stimuler son système de défense, au moins quand elle est jeune. Après, quand elle sera adulte et qu'elle sera bien développée, on aura besoin de moins en mettre. C'est aussi une protection contre les pathogènes. Ça travaille contre les pathogènes du sol grâce au petit lait, aux pseudomonas qu'on retrouve dedans. Ça va épurer les pathogènes du sol. Et ça va aussi, en mettant la litière sur la feuille, mettre plein de micro-organismes qui nourrissent les micro-organismes de la feuille et empêcher les pathogènes de venir coloniser la feuille. C'est un effet, on appelle ça l'effet barrière. Ça peut être aussi une aide à la conserve pour les récoltes. Quand on pulvérise à 1 ou 3% les caisses de récolte en fin d'année et qu'on les met en cave, on voit que les légumes ou les fruits flétrissent beaucoup moins vite. On gagne beaucoup de temps sur la récolte. Ils avaient fait ça sur les aubergines en Afrique. Et là, en Afrique, c'est un gros problème pour les maraîchers. C'était de garder leur récolte, le temps de les amener au marché. Il faut aller très vite. La litière leur permettait de garder leur récolte plus longtemps et c'était beaucoup plus facile pour eux. On utilise aussi la litière forestière sur les composts et les terreaux, sur les broyats, pour décomposer toutes les matières organiques. Voilà. Là, moi, je fais beaucoup de compost chez moi. J'ai les résidus du jardin, de légumes qui sont un petit peu tendres, mais j'ai énormément de petits fruits, j'ai énormément de fruitiers, j'ai beaucoup d'ornemental, donc j'ai beaucoup de taille dans mes composts d'automne. Avant que je faisais mes composts d'automne, sur 2 mètres cubes de compost, je récupérais 2 grosses bouettes de refus à la fin, de petits bouts de bois qui avaient mal composté et qu'on remettait à composter derrière. Depuis que je mets de la lithofère, je n'ai plus qu'une demi-brouette de refus. C'est-à-dire tout ce qui est ligneux était dégradé beaucoup plus vite. Et les premières études scientifiques de laboratoire sur les composts nous montrent qu'il y a une meilleure disponibilité d'éléments dans les composts qui ont reçu de la lithofère. Ils ne vont pas plus vite, ils ne chauffent pas plus vite, mais la disponibilité des éléments est meilleure.
Dans l'élevage, on l'utilise pour pulvériser dans les bâtiments d'élevage, hein, sur le fumier, sol, mur, plafond, des poulaillers, des étables, etc. Et donc, du coup, ça aide à la dégradation des fumiers et il y a beaucoup, beaucoup moins de mouches dans les différents bâtiments. Ça a été confirmé par plusieurs éleveurs qui faisaient des cochons, qui faisaient des bœufs, qui faisaient des poules. Vraiment, l'odeur dans les étables a vraiment diminué. Et ça participe à la santé de l'élevage et on en donne aux animaux à boire en tant que probiotique. Sur cochon, on a vraiment vu une grosse différence sur jeunes cochons, sur les jeunes porcins, là. Une meilleure croissance, sur jeunes poules, pareil. C'est vraiment très utile dans ce cas-là. Et puis l'eau, je vous en ai parlé, la lutte contre l'eutrophisation et contre les algues. Je vous ai fait un petit tour global. Je pense qu'on va passer tout doucement aux questions. Alors, je les vois les questions. Si tu veux, coupe, je les vois les questions. Je vais commencer sur la question du petit lait. Donc le petit lait, on peut utiliser un petit peu n'importe quel animal comme petit lait. Nous, c'est le chèvre, des fois, c'est la vache. Et ça, c'est une question qu'on me pose depuis longtemps, surtout les gens des villes. On n'a pas de petit lait, c'est compliqué. Ben, je vais vous donner une recette, vous allez la noter là, hein, parce que je la mettrai plus tard dans des documents et tout. J'écris un bouquin sur la lithosphère, donc il y aura les recettes dedans. Vous prenez 300 grammes de riz et vous allez les nettoyer, ce riz-là, dans 1 litre d'eau. Et vous allez laisser tremper pendant un petit moment. Après, vous filtrez et vous récupérez le jus. Vous laissez traîner ce jus-là quelques jours à température ambiante. Je vois qu'il copie là. Et puis, il va y avoir une petite moisissure de surface au bout de quelques jours. Vous allez enlever cette moisissure de surface qui risquerait de faire de mauvais développements de micro-organismes et vous récupérez le jus épuré. Dans ce litre de jus, vous mettez 10 litres de lait bio entier et vous le laissez encore quelques jours. Et à un moment, vous aurez un caillé qui va flotter en surface. C'est du fromage, vous pouvez le manger. Et le jus qui reste, vous l'utilisez comme petit lait. C'est du lactobacillum pur. Et le riz que vous avez rincé, vous pouvez le manger. Hein. Donc là, vous avez du petit lait gratuit sans vous déplacer. Je regarde un petit peu les petits commentaires. Tu peux redire combien de temps? Récupérer le jus épuré, 10 litres de lait bio, et après j'ai perdu. Ben, ça fait un caillé. Donc le caillé, c'est un fromage qui se forme et qui va monter en surface. Une fois qu'on voit le caillé blanc, compact, et que le jus devient plus clair, on peut filtrer. À des températures chaudes en été, ça, en 2 jours, c'est fait. Dans une pièce plus fraîche, ça peut prendre 5 jours, une semaine. Ça dépend vraiment de vos conditions. Je vois une petite question, comment utiliser pour éviter les algues dans l'eau de récupération de pluie? Donc, on met un tout petit peu de lithosphère régulièrement dans le réservoir d'eau de pluie. Ça marche à partir de 50 ppm, 50 parties pour million, 0,05%. Si les algues sont déjà installées et que c'est déjà assez putride, on va prendre un substrat. Moi, j'utilise la pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche volcanique. On en trouve un peu partout chez les magasins de matériaux, ils s'en servent au bord de route. Je la prends en petits grains de 4 mm, je la tamise quand elle est bien sèche et je la trempe dans la lithosphère, 1 heure ou 2. Et après, cette petite poussière, je vais saupoudrer sur mes bassins d'eau de manière à ce que cette poussière, elle va couler lentement et elle va s'accrocher dans les algues et manger les algues.
Le problème pour nettoyer l'eau, c'est quand on mélange, la lithofère, elle reste en surface. Elle a du mal à descendre et manger en bas. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'est ces petits grains de pouzzolane, c'est des petits grains comme des éponges, plein de petits trous, qui sont des refuges de micro-organismes. Donc, ça va vraiment aller travailler dans les algues, et puis ça retombe dans le fond et ça retravaille. Et même sur certaines mares très putrides que j'avais chez moi particulièrement, ça a nettoyé toutes les algues, et après, ça a même nettoyé la vase du fond. On revoyait la bâche qu'on n'avait plus vue depuis 10-15 ans. Une petite question sur les expérimentations, retour d'expérience de l'effet sur la germination des semences. On n'en a pas énormément. On en a fait quelques-unes, hein, mais on faisait ça avec de la salade, mais on avait 100% de levée. On n'avait pas pensé à prendre des vieilles graines pour être sûr qu'il y en a qui ne germent pas sans lithofère. Mais on a quand même des cas intéressants, c'était avec les poireaux et les oignons, qui sont très dépendants des mycorhizes. On a stérilisé du sol. Donc j'ai pris du sol du jardin, je l'ai mis au four, cuire pendant une demi-heure, et j'ai semé mes poireaux, il n'y a rien qui pousse. Parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol, le poireau ne germe pas. Et là où on avait utilisé le sol stérilisé avec la lithofère, le poireau germait, parce qu'on avait remis de la vie. Donc on avait quelques photos, on voyait bien la différence. Et dans ce sol stérile où rien n'avait germé, au bout d'un mois, on a dit, il n'y a plus rien qui poussera. Plus d'un mois après, on a remis un petit peu de lithofère dedans, les poireaux ont germé. Donc ça montre vraiment bien que ça travaillait sur la levée de dormance. Et je l'ai utilisé aussi énormément sur le bouturage. Je me fais une petite préparation à 5% et je trempe toutes mes boutures et j'arrose mes boutures au moment où je les fais, une fois par semaine au début et un peu moins après. Et j'ai des super résultats sur boutures, aussi bien qu'avec les racines de ronces ou les décoctions de saule ou d'autres préparations. Ouais. On me demande de parler du réseau d'expérimentation paysanne avec l'IRD. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, c'est en 2013 que Dorian avait été à Cuba. C'est 2015 les premières expérimentations pendant l'été, mais très peu. Et 2016 que j'ai vraiment pu commencer à le faire. Et à partir de 2018, 2017 même, on a commencé à faire des formations. Et en 2018, on a développé un réseau local d'expérimentation paysanne. C'est-à-dire que faire de petites expérimentations en laboratoire ou dans nos conditions de jardinier, c'est un petit peu facile. On voulait voir comment ça pouvait se passer sur une exploitation agricole à grande échelle. Alors, je me souviens, Henri Champ, par exemple, il a 17 hectares de fruitiers. L'autre, il a 3 hectares de framboisiers, des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place sans donner plus de boulot à l'agriculteur, que ça lui procure plus, mais pas plus de boulot. Donc, on a commencé avec différents groupements d'agriculture biologique, AgriBio 07, l'Ardab, qui est plutôt proche de Lyon. Et là, quelques paysans ont commencé à faire leurs petites expérimentations sur leurs différentes exploitations et commencé à voir quelques petits résultats un petit peu à gauche, à droite. On travaille aussi avec l'IRD, Institut de recherche pour le développement, qui nous fait quelques petites analyses de laboratoire. Mais bon, pour le moment, on a encore très peu de financement. On est plutôt en train de rechercher qu'est-ce qu'on cherche. Mais les choses prennent de plus en plus d'avance. Cette année, on a quand même un petit budget et il y aura plus de résultats cette année, j'espère. On a eu aussi le FIBL, FIBL, qui est un institut suisse de recherche sur le bio et la biodynamie. Il y a une petite annexe en France. Ils nous ont aidés. Ils ont fait des tests sur le compost, ils ont fait des tests de sol, des études de sol chez les agriculteurs. Il y a pas mal de gens qui travaillent au CIRAD, mais qui sont plus sur l'Afrique, le Sénégal, le Burkina et le Mali, parce que Terre Humanisme travaille aussi là-bas et il y a des expérimentations qui sont menées là-bas, dont je peux moins vous parler.
Et aussi, on a eu quelques personnes de l'INRA qui commencent tout doucement à s'intéresser au sujet et qui ont commencé quelques petites études qui sont intéressantes. Voilà. Euh, J'espère que tout bientôt, on pourra faire une petite synthèse de tous ces résultats. On en a vu quand même pas mal sur les poireaux chez un maraîcher qui en avait mis tous les 15 jours, depuis le semis jusqu'à la récolte, et y compris sur la récolte. Le diamètre des poireaux, on n'a pas pu peser toute la récolte parce qu'ils récoltaient au fur et à mesure des ventes. Mais à un moment, le diamètre des poireaux faisait 42 mm sans lithofère, 50 mm de moyenne avec le lithofère, ce qui veut dire 20% de production en plus. La couleur du feuillage était beaucoup plus verte, beaucoup plus dynamique. Et un petit bémol, c'est que les poireaux avec la lithofère, ils étaient très difficiles à arracher. Quand on tirait sur le poireau, il cassait. Il fallait faire un trou à côté du poireau, passer la main sous le poireau pour pouvoir l'arracher, tellement le système racinaire était dense. Donc j'ai pris des cagettes de ces poireaux, je les ai mis en cave et je les ai laissés traîner, flétrir. Et malheureusement, j'ai dû partir faire des formations à l'extérieur et tout, puis quand je suis revenu, tout était flétri. Sur les poireaux lithofères, j'ai récupéré 2/3, et sur les poireaux sans lithofère, je n'ai récupéré 1/3, 1/4. Donc on voyait vraiment que ça s'était mieux conservé, et ça s'est mis aussi sur les pommes, une meilleure conservation. Les salades de terre et humanisme, on avait fait quelques mètres carrés, on avait 40% de production en plus. Mais bon, je rappelle, c'est toujours les chiffres qu'on cherche. Quand je développe les biostimulants, moi, ce que je cherche, c'est pas plus de production, c'est que je recherche plus de santé de culture, amélioration du sol, culture saine, se débarrasser des pathogènes. Si maintenant il y a plus de production parce que les plantes vont bien, c'est un plus. Il y a certaines productions, on n'a pas eu plus de quantité, mais on avait une santé globale plus intéressante pour des plantes, ce qui était quand même intéressant. Une petite question sur la phase liquide. Elle est plus foncée. Mais ça dépend des matériaux qu'on utilise. Au départ, j'utilisais du sucre blond. C'était facile à trouver. La phase liquide était plus claire. Là, maintenant, j'utilise de la mélasse de sucre de canne bio. Bon, ça vient de l'extérieur, mais on essaye de trouver les meilleurs matériaux possibles. Mais la mélasse est plus intéressante parce qu'elle contient beaucoup de minéraux. Là, cette année, j'ai commencé à planter du sorgho sucrier dans le but de me faire mon sucre moi-même avec les minéraux. J'aurai la mélasse de mon sorgho et donc ça me coûtera beaucoup moins cher et ce sera beaucoup plus local comme fourniture. On me demande des tests d'application sur fumier de bovin. Ça, j'en sais rien. Celui qui me pose la question, je peux lui envoyer un bidon, il peut faire ses tests. Mais en tout cas, sur tous les fumiers, sur tous les composts qu'on a fait, on a vu qu'il y avait vraiment une amélioration de la qualité du compost final. Ça ne va pas plus vite, ça ne chauffe pas plus, mais il y a une meilleure biodisponibilité des éléments derrière. Pour la récolte des champignons, on me demande printemps, quelle température du sol. C'est pas tellement la température du sol qui compte aussi, c'est la pluie. Et ça, c'est pas évident. Ici en Ardèche, vous connaissez un peu les régions, hein, on est proche de la Méditerranée, pas trop chaud quand même. Ce serait plutôt à partir de maintenant et tout le mois de mai. Parce que l'hiver a été sec, il a fallu qu'il repleuve, et maintenant les mycéliums se développent. On a une très bonne période aussi en novembre, décembre. Même s'il fait un petit peu froid, le mycélium s'est développé. Pour les gens qui habitent en montagne, ce serait sûrement juin-juillet. Il faut se promener dans la forêt, regarder à quel moment les mycéliums se développent. Ça dépend de la température, mais ça dépend aussi de l'eau. Alors, quand il commence à pleuvoir au printemps ou à l'automne, il faut attendre facilement 3 semaines avant de voir un bon développement des mycéliums. Si on trouve un petit peu de mycélium, mais pas trop, on peut quand même prendre les feuilles qu'il y a autour, elles sont quand même colonisées.
Le mieux, c'est quand on voit beaucoup de colonisation de mycélium. Création de labels, certification de l'IFOFER pour les particuliers agriculteurs. Il n'en est pas question de créer un label ou de faire une certification ou de n'importe quoi. C'est quelque chose de libre, disponible à tous, qui coûte pas cher et diffusable au plus grand nombre. Voilà. On avait pensé à un moment faire un petit label TH dessus, mais ça fait beaucoup de travail administratif. Je pense pour pas grand-chose. Je préfère diffuser, que les gens se l'approprient. Libre circulation de l'information. On viendra peut-être un jour avoir notre petite LIFOFER TH avec un petit label, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de faire de l'argent, c'est de promouvoir quelque chose qui fait du bien à la planète, qui fait du bien au sol et aux plantes. Comment utiliser la LIFOFER pour un verger de moins de 5 ans? On va d'abord dire que quand on crée un verger, à la plantation à l'automne, vous faites un petit pralinage de vos racines, hein. Vous mélangez un petit peu de terre avec de l'eau. Si vous avez un petit peu d'argile ou un petit peu de fumier bien décomposé, c'est mieux. Vous diluez ça avec un LIFOFER dilué à 5% et vous trempez vos racines. Ou alors, si vous ne faites pas de pralinage, vous plantez votre arbre et vous arrosez abondamment à la LIFOFER à la plantation. On arrose toujours à la plantation, hein, pour chasser les bulles d'air. Donc, sur le verger, les étapes principales, ça va être le printemps, hein, juste avant le démarrage, quand on voit que les bourgeons commencent à tout doucement changer de couleur. C'est le bon moment pour en mettre sur le sol et sur les rameaux. Ça permettra un bon débourrage. On peut en mettre un petit peu avant la fleur, un petit peu après la fleur. On peut donner un petit coup de main avant l'été. On sait bien que l'arbre va avoir du mal à boire et qu'on va l'arroser une fois de temps en temps si l'été est très sec. C'est pas mal d'accompagner un arrosage à la LIFOFER en mettant des grosses quantités d'eau pour que ça pénètre en profondeur. Ça va aider les endomycorhizes et les ectomycorhizes à se développer et ramener de l'eau et des nutriments aux arbres. Et puis évidemment, à l'automne, à la chute des feuilles, une fois que les feuilles sont par terre, un passage de LIFOFER pour aider la matière organique à bien se décomposer et à renourrir l'arbre derrière. Quel dosage Pardon? Quel dosage préconisé pour le verger? 3 et 5%. Vous avez le guide téléchargeable gratuitement sur le site de Terre Humanisme. C'est un guide très pratique, très simple, hein, mais qui peut vous permettre déjà d'être assez autonome. On va vous l'envoyer par mail, on me dit. La fréquence d'application sur semis. Sur les semis, en général, en pépinière, on passe une fois par semaine, quand la plante est très petite. Quand elle va au jardin et qu'elle est jeune, une fois tous les 2 semaines, c'est pas mal. Et après, quand la plante est adulte, moins a besoin. Maintenant, le nombre de fois qu'on passe, ça dépend des conditions. Si vous êtes sur un sol un peu fatigué, dans des conditions climatiques très rudes, il y aura besoin d'en mettre plus souvent. Si vous êtes sur un terrain riche, fertile, un climat humide et tiède toute l'année où tout se passe bien, vous en mettrez moins souvent. C'est à chacun à s'approprier. C'est un peu comme les extraits fermentés ou de préparation. Il faut s'approprier le produit et apprendre à travailler avec cette production. La dilution, en général, elle est entre 3 et 5% sur un arrosage ou sur une pulvérisation. Et c'est intéressant d'utiliser la LIFOFER à l'échelle d'un petit jardin. Ben oui, petit jardin, grande exploitation. Selon les conditions, elle sera plus ou moins utile, hein. C'est pas parce que le jardin est petit que ça changera quelque chose. Je vais dire que dans les petits jardins, quand même, on a une chance, c'est que on fait plein de compost, on a beaucoup de matière organique à amener dans le petit jardin, ça fait beaucoup de fertilité à amener, on en aura besoin de moins que quand on travaille sur des grandes surfaces et qu'on calcule plus sa matière organique, et on va se dire, j'ai autant de compost,
je vais en mettre un peu là, un peu là, un peu là. L'année prochaine, j'en mettrai là-bas. On gère au maximum sa matière organique pour avoir un maximum de production. Donc là, on a plus intérêt à travailler avec la lithofère. N'y a-t-il pas de souci à prélever le mycélium en forêt? On m'a déjà fait le procès, on m'a gueulé sur Internet, là j'ai reçu des mails. 2 sacs de terreau, pas tassés, je les ramasse sur 3 mètres carrés. 3 mètres carrés de forêt me permettent de traiter 50 hectares. La forêt ardéchoise, on n'exploite que 20% de la pousse annuelle. Il y a des régions où il y a moins de forêt, où vraiment là il faut faire plus attention. Ce sera peut-être plus difficile au départ, mais dans beaucoup de régions, il n'y a pas de souci. De la feuille morte, il y en a. Et quand on voit les quantités de feuilles mortes qui sont brûlées chaque année dans les Cévennes, dans les châtaigniers, là c'est des tonnes de feuilles qui sont brûlées. Alors ce n'est pas les 10 kilos que je prends qui vont faire la différence. Le temps de conservation de la lithofère en phase solide et liquide. Moi, je l'ai dit un petit peu là. La phase solide peut se garder 1 an et plus. Je préfère la faire 2 fois par an, printemps-automne, pour en avoir de la plus fraîche. Mais ça m'arrive d'utiliser de la vieille. Mais même après 2 ans, elle sent toujours bon. Et la phase liquide, c'est mieux de l'utiliser dans le mois parce qu'elle est bien active. Après, elle est toujours vivante, mais elle aura plus de mal à se développer. Il faudra que les conditions soient bonnes. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans les 2 cas, dans les 2 fermentations, ce qui nous garantit, c'est des lactofermentations, on a une belle sécurité. Ce qui nous garantit que la fermentation réussit, c'est l'odeur. Dans les 2 cas. On a une petite odeur qui ressemble à l'ensilage, me parlent les agriculteurs. Ça ressemble à la drèche de brasserie, me disent les brasseurs. Ça ressemble au marc de raisin, me disent les viticulteurs. Et ça ressemble à un vieux levain, me disent les boulangers. Donc c'est vraiment des fermentations, c'est une odeur acidulée agréable, forte mais agréable. Si ça tourne vinaigre et que ça pue, c'est qu'il y a quelque chose qui est raté, on le jette au compost. Peut-on réutiliser la même phase solide plusieurs fois comme une mer est réactivée? On le peut, mais on n'est pas sûr que tous les micro-organismes soient toujours présents. Quand on est dans les micro-organismes du commerce qui sont des mélanges de souches de laboratoire avec peu d'éléments dedans, on va les multiplier plusieurs fois. Là, quand on est dans le cocktail des micro-organismes endogènes, on a des milliers de souches qui correspondent à notre sol. Il y en a qui sont très dominantes et il y en a qui sont en très faible quantité. On n'est pas sûr qu'avec une vieille litière d'1 an, si je refais une phase solide, je vais les garder tous. Donc, par sécurité, c'est mieux de reprendre de la litière fraîche. Et ce n'est pas difficile. Et ça ne coûte pas cher. Quels sont les résultats de la LFF sur la vigne? Test de Laurent Fell en Ardèche. On ne sait pas parce que Laurent Fell ne nous a jamais répondu derrière. Donc, ça nous manque un petit peu des tests sur la vigne. Par un viticulteur professionnel, ça nous manque. On a quand même vu chez beaucoup de particuliers qui ont de la vigne chez eux, raisin de table bien souvent, mais aussi des anciens cépages ardéchois. Une belle tenue au black rot. Le black rot qui fait des taches noires au printemps, là. Là, il y a une grosse différence. Par contre, traitement sur mildiou oïdium pendant l'été, là, il n'y a personne qui l'a fait. Et on n'a pas de viticulteurs dans le réseau d'expérimentateurs. C'est bien dommage. On a travaillé un petit peu avec Chapoutier de la vallée du Rhône, mais il travaillait plus sur d'autres problématiques de sol. Là, on n'a pas travaillé sur les maladies de l'été. La phase liquide, où peut-on conserver la phase liquide pour avoir la bonne température? En intérieur, avec une chaufferette d'aquarium à l'intérieur. Je mets la chaufferette d'aquarium à 27 degrés. Si je mets dans une pièce à 20 degrés, ça ne marche pas si bien. Donc, j'ai une petite chaufferette dans mon bidon et je mets des couvertures, j'isole autour pour conserver la chaleur. J'ai chauffé à 30 degrés avant,
ça consomme très peu d'énergie. À partir du mois de mi-mai-juin, je fais toutes mes fermentations sous serre. Alors même si sous serre, il fait 15 degrés la nuit, il fait 30 degrés la journée, la moyenne est bonne et la masse thermique du bidon qu'on pense, ça marche très bien. On est bon pour les questions là?